Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débat politique. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va choisir son prochain président. Et si les projecteurs sont braqués sur les partis politiques, sur les candidats, sur les alliances, il est une force, souvent discrète, mais ô combien décisive, dont le rôle mérite d'être mis en lumière. Ce sont les médias. Radio, télé, presse écrite, web, réseaux sociaux. L'information circule à toute vitesse. L'information façonne les opinions, elle influence les comportements et peut parfois, malheureusement, attiser les tensions. Alors ce soir, nous posons une question essentielle. Quel rôle pour les journalistes dans une présidentielle apaisée? À travers donc ce débat, il s'agit de comprendre comment chaque acteur de l'écosystème médiatique peut contribuer à faire de 2025 une année de démocratie responsable. Parce que l'avenir de notre pays se joue aussi dans les mots que nous choisissons, dans les vérités que nous défendons. Mes invités ce soir sont Michel Betta, journaliste au quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel. Bonsoir Hamza. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Michel Betta, donc c'est un grand plaisir de vous recevoir. Et à côté de Michel Betta, on a Ousmane Kanté. Ousmane Kanté est journaliste. Il est le rédacteur en chef du journal de la Radio de la Paix. Tout à fait. Bienvenue sur RTI 1. Bonsoir Hamza Diaby, merci de me recevoir sur votre plateau. Et puis à côté de Ousmane Kanté, nous avons Sangaré, Yacouba Sangaré, du quotidien Le Patriote, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Hamza, c'est un plaisir pour moi d'être là. Bienvenue à vous aussi sur notre plateau. Et puis, Sinclaver Oula est avec nous. Sinclaver Oula, bonjour, le panafricain. Bonsoir Hamza Diaby, bonsoir aux téléspectateurs de RTI 1. Merci de nous avoir rejoints sur RTI 1. Merci donc à vous. Et puis nous avons quelqu'un de la maison, de la RTI, de RTI Info précisément, un journaliste du numérique, un journaliste web. C'est Frédéric Gorebi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Et puis on va y aller tout de suite avec cet élément vidéo. C'est un élément signé Seydou Ouattara qui a tendu son micro à quelques Ivoiriens dans les rues d'Abidjan, leur demandant leur appréciation du traitement de l'information par les médias à quelques mois seulement des élections. Du côté presse écrite, je vois que les informations sont bien traitées. Et puis la télévision. Je suis beaucoup des émissions concernant la politique et les élections. Les informations qu'on donne, en tout cas, pour moi, c'est bien traité. Mais côté réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news dedans. Voilà, dramatiser les informations, ce n'est pas normal. On veut les informations sûres et justes. Au niveau des médias, les informations circulent par rapport aux élections. On nous informe qu'il y a l'élection qui va se faire en octobre prochain, mais on ne nous expose pas réellement les conditions dans lesquelles l'élection se fera. Raison pour laquelle d'aucuns vont sur les réseaux sociaux et ça, j'emboîte en même temps le pas par rapport aux téléspectateurs qui vont se nourrir sur les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux ne disent pas forcément la vérité. Les médias audiovisuels, franchement, souvent, on attend des propos souvent sur ces médias-là qui nous effraient. Normalement, ils doivent véhiculer des messages de paix, de rassemblement, d'apaisement. Quand j'attends des propos violents, franchement, ça me fait beaucoup mal. Ouais, on demande pardon aux médias. Chacun n'a qu'à essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Essayer de véhiculer le message d'apaisement. Il y a certains partis qui sont lésés. Les activités ne sont pas retransmises sur les chaînes télé. Et puis aussi, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Aujourd'hui, on voit le problème des cyberactivistes. Quand ça arrange, ça passe. Mais quand ça n'arrive pas, ceux-là sont en exil. Oui, la première observation à faire, c'est que les médias font certainement du travail, mais une partie de ce travail n'est pas un travail de qualité à mon avis, parce qu'on a l'impression que chacun prêche dans sa chapelle et selon les convictions de chaque camp, des informations sont données et je crois pour ma part que certains ne concourent pas à la stabilité du pays, parce que c'est plutôt des coups que les gens s'envoient à travers les médias interposés.
Chers journalistes, vous l'avez vu, hein, on vous accuse, vous faites peur. Vos écrits vous font peur ou vos mots font peur. Chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler que vous pourrez aussi poser des questions hein, à nos invités. Vous n'aurez qu'à scanner le code QR qui va s'afficher au bas de votre écran. Je recevrai alors vos questions ici et je me ferai fort de les poser aux invités ici sur ce plateau. Alors, chers invités, avant d'en venir à notre sujet du jour, actualité oblige, la radiation du président du PDCI vient d'être ordonnée par la présidente du tribunal. Alors, Ousseyn Claver-Oula, quelle réaction? On attendait depuis longtemps cette décision de la justice. Elle est tombée. Vous attendiez cette décision? Oui, on attendait effectivement cette décision. Parce qu'on a vu toute la polémique autour. Vous attendiez que la justice se prononce? Oui, justement. Ou alors vous attendiez cette décision-là même qui est tombée? Non, je veux dire la décision de radiation ou non voilà. du président. C'est ça, que la justice se prononce. Voilà, que la justice se prononce, qu'elle donne une décision. La décision est tombée et elle est en défaveur du PDCI dont le président se voit radié de la liste électorale. Bon, on attend la suite. Moi, personnellement, j'attends la suite. Comment le PDCI, qui est actuellement dans cette situation défavorable, comment le PDCI va s'y prendre. Donc, je ne voudrais vraiment pas me prononcer là-dessus parce que c'est une décision de justice. On dit qu'elle est insusceptible de recours. Donc, on attend de voir, étant donné que nous sommes en politique, on attend de voir comment cela va se passer parce qu'en Côte d'Ivoire, on a assisté à des arrangements, on a vu des situations qui étaient à un moment donné intenables et qu'on a réussi à surmonter. Et on est allé aux élections. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts qu'il y a eu, mais on a avancé. Et mon souhait, c'est qu'on n'en arrive pas à la situation des crises qu'on a connues les années passées. Ousmane Kanté, de la Radio de la Paix. Oui, c'est une décision de justice, comme l'a dit Saint-Claver, qui était très attendue. Je ne me permettrai pas de commenter une décision de justice, sauf de dire qu'aujourd'hui, avec cette décision qui est tombée, le jeu politique va s'ouvrir. La réaction du PDCI est attendue. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour digérer d'abord cette décision et voir sa stratégie pour réagir face à cette décision qui tombe comme un coup de massue. Tout était préparé pour voir Tidiane Thiam compétir en octobre prochain. Et j'avoue que aujourd'hui, la justice a fait sa part. Le jeu politique va s'ouvrir, comme je l'ai dit. Il peut y avoir des rencontres politiques, des dialogues politiques peuvent s'ouvrir à la suite de cette décision. Et on verra par la suite ce qui pourrait arriver. Et nous, en tant que journalistes, aujourd'hui, on est observateurs de ce jeu politique qui est en train de se jouer maintenant. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant concernant cette décision de justice. Monsieur Betta, Michel Betta. Oui, comme il a dit, le journaliste en tant que tel, bien entendu, n'est pas partisan, mais il n'est pas seulement spectateur, il est analyste. Et en ce sens-là, moi, quand je vois cette décision de justice-là, je me dis qu'il fallait s'y attendre plus ou moins, hein, parce que dès que la présidente du tribunal a refusé de délivrer un certificat de nationalité à un Ivoirien, parce que quelques personnes se plaignaient de certaines situations, bon, je crois que c'était vraiment prêter le flanc à cette décision qui, ma part, n'avait pas raison d'être. N'avait pas raison d'être dans le sens où elle est donnée. Mais je crois que le président du PDCI même s'est prononcé, et je crois que lui-même a donné son sentiment sur cette décision-là. Et je crois que les Ivoiriens seront appréciés dans leur ensemble, mais pour l'instant, je pense que nous sommes un peu mal barrés dans la suite du processus. Monsieur Sangaré, Yacouba Sangaré, du quotidien Le Patriote. Cette décision fait suite un peu au contentieux électoral, hein, où un certain nombre de récurrents
ont saisi la justice à la suite de la publication de la liste électorale provisoire à l'effet de porter plainte contre certaines personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Je pense que c'est à la suite de ça qu'il y a eu ce procès et cette décision de justice-là. Maintenant, c'est un coup dur pour le PDCI qui a investi M. Tidiane Thiam comme son candidat il y a à peine quelques jours. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ils vont adresser la question. Est-ce qu'ils vont refuser d'aller aux élections ou bien ils vont choisir un plan B? Bon, nous, en tant que journalistes, on est dans l'expectative pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours. D'accord. Et vous allez... Ce sujet, on va y revenir forcément dans les prochains jours, dans vos colonnes, dans vos médias respectifs. Forcément. Yacouba Sangaré va donc garder le micro. Quel est, selon vous, l'état actuel du traitement de l'information publique en Côte d'Ivoire? Bon, je porterai un regard un peu d'ensemble. D'abord au niveau de la presse écrite et la presse numérique, et puis ensuite au niveau de la presse audiovisuelle. Au niveau de la presse écrite, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont faits pour essayer de respecter le code d'éthique et de déontologie, parce que il faut préciser qu'au niveau de la presse écrite et de la presse numérique, on a l'autorité nationale de la presse qui chaque jour fait un monitoring des articles que les journalistes écrivent sur l'actualité sociopolitique, et souvent il y a beaucoup d'interpellations. Et quand les journalistes transgressent les règles de la profession à ce niveau, il y a un blâme. Donc cette surveillance-là, si je peux m'exprimer ainsi, fait que les journalistes font beaucoup attention au niveau de la presse écrite. Mais je reconnais aussi que quand il y a des grandes activités politiques, les journalistes rendent compte aussi des propos des acteurs politiques. Et souvent, cela peut effrayer la population, comme certains l'ont dit, parce qu'on sent que dans certaines manifestations, les discours sont très forts, à la limite guerriers. Et c'est là aussi qu'intervient la responsabilité du journaliste. Parce que notre rôle aussi, c'est de ne pas être une caisse de résonance automatique des acteurs politiques. C'est de donner l'information juste vraie, vérifiée. Et ici, on est un journal qui a une ligne éditoriale qui est proche d'un parti politique, c'est aussi de donner l'information avec beaucoup de responsabilités. Donc, ce n'est pas d'accompagner certains acteurs politiques dans la promotion de la haine, des propos virulents. Ça, ce n'est pas notre rôle. Donc, au niveau de la presse, cette régulation fait que les journalistes font beaucoup attention, mais je reconnais que souvent, il y a des propos très forts qui sont rapportés par les médias qui peuvent effrayer les populations. Maintenant, au niveau de la presse numérique aussi, mais c'est surtout au niveau des réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de dérives. Voilà, il y a beaucoup de fake news. Et avec aujourd'hui la technologie, les journalistes, malheureusement, n'ont plus la primauté en termes de production de contenu, de production d'informations. Donc, on assiste maintenant à l'avènement de beaucoup de cyberactivistes qui, en général, pour moi, n'informent pas en tant que tels, participent d'une opération de propagande, d'un combat politique pour véhiculer l'idéologie de la chapelle politique qu'ils défendent. Et là, il y a vraiment beaucoup de dérives, beaucoup de manipulations, beaucoup de fake news. Au niveau de la presse audiovisuelle, je pense que là, il y a une liberté de ton. On assiste aujourd'hui à beaucoup de débats contradictoires sur les chaînes de télé où les gens ont la liberté de s'exprimer comme ils le veulent. Je reconnais que souvent, il y a quelques essais dans les débats contradictoires où souvent ça vire aux injures, ce qui n'est pas bien. Là aussi, il faudra faire que ceux qui participent à ces débats-là aussi fassent un peu plus de responsabilité. On peut critiquer, tout est dans la manière de dire. On peut critiquer sans forcément injurier. Et je pense que si vous critiquez avec des arguments pertinents, cela donne du crédit à votre développement, à votre argumentaire plutôt que d'injurier. Donc, pour me résumer, au niveau de la presse audiovisuelle, il y a vraiment une liberté de ton qu'il faut saluer. Et moi, cette dynamique-là, je la salue. Sauf que maintenant, il faut faire un effort pour peut-être canaliser les débats pour ne pas qu'on glisse souvent sur le terrain des injures et de l'invective. Voilà, il faut qu'on reste vraiment dans le champ du débat contradictoire d'idées. Ça, dans le bon temps. Vous avez parlé de presse numérique. Nous avons le représentant de la presse numérique sur notre plateau, Frédéric Gorebi. L'état actuel du traitement de l'information en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous n'étiez pas prononcé sur le cas du président du PDCI. Vous pouvez le faire en quelques mots et puis nous donner, selon vous, l'état actuel du traitement de l'information en Côte d'Ivoire.
Merci Hamza. En ce qui concerne la décision concernant le président du PDCI, j'ai pour habitude de ne pas commenter les décisions de justice, donc je m'en tiens à ce principe-là. Mais la politique, ce que je peux ajouter, c'est que la politique est dynamique. Et c'est la saine appréciation des réalités du moment pour pasticher Augustin Laurent Donat-Follogo. Et donc, peut-être, comme les uns et les autres l'ont dit, ça va s'ouvrir sur un dialogue politique, qui sait. Mais ce que je vais demander, c'est aux partisans et surtout aux journalistes proches des différents bords de ne pas envenimer, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Nous sortons en 2010, 2011, ce n'est pas encore trop loin. Il faut qu'on en tire les conséquences et pour ne pas que nous retombions dans les mêmes travers. Est-ce que dans les faits, ici, en ce moment, aujourd'hui, les écrits, nos mots, nos paroles, est-ce qu'on tire vers ça? On attise le feu? Oui, on attise le feu. Avant de venir ici, j'ai fait un peu une sorte de revue de presse. J'ai vu, ce n'est pas seulement des journalistes, mais des partisans du M. Atiam qui sont vraiment dans l'invective, qui sont dans des attaques frontales, qui font des publications incendiaires. Je vais demander de savoir raison garder parce que la politique est quelque chose de dynamique, comme je l'ai dit tantôt. Donc, forcément, on va toujours s'asseoir pour discuter et trouver une solution politique à cette situation-là. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir vraiment de ruer dans les brancards pour faire des écrits qui peuvent nous rattraper parce que la PLCC nous regarde, la plateforme de la police, la police sur le numérique nous regarde et donc les écrits peuvent nous revenir en pleine figure et nous être préjudiciables. Donc c'est ce que je peux dire sur cette situation. Revenant maintenant sur le traitement de l'information, comme Sangaré l'a dit, nous n'avons plus l'exclusivité, les journalistes s'entendent, n'ont plus l'exclusivité de la manipulation de l'information, surtout notamment sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus producteurs de contenu, nous ne sommes plus les seuls producteurs de l'information. Donc il y a beaucoup d'individus qui gravitent autour de cette matière-là et qui n'ont pas toujours la formation que nous avons eue la chance d'avoir. Et les internautes ne peuvent pas toujours faire la différence? Exactement, le distinguo entre ceux qui sont professionnels de l'information et les cyberactivistes ou bien les web-activistes et tous ceux qui se programment d'une chapelle politique ou autre et qui, sans prendre la peine de vérifier les informations, qui balancent des fake news. C'est difficile, je suis fact-checker, je fais du fact-checking, mais c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir réguler Internet et de pouvoir arrêter le fact-checking. Parce que le fact-checking, les fake news. Le fact-checking prend du temps, mais les fake news, c'est à la minute, et la rumeur a de bonnes ailes, elle gravite rapidement et elle se propage. Et c'est vraiment difficile. Et ils sont nombreux ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, comme vous le dites. Mais est-ce que les journalistes eux-mêmes ne sont pas partisans de ce fait-là? Oui, parce que généralement, sur les réseaux sociaux, les journalistes se disent, j'ai interpellé l'un d'entre eux, qui a dit que non, ici, lui, il est partisan. Sur Internet. Sur Internet. Mais il a la qualité de journaliste. Il a la qualité de journaliste. Quand il écrit dans le canal qu'il emploie, il va respecter les règles de déontologie, mais sur le... Est-ce que c'est normal, ça? Non, c'est pas normal parce qu'on ne peut pas faire le distinguo entre le journaliste et le militant ou bien le web activiste d'un parti politique. Parce que les deux personnes sont confondues en une seule. Et donc, c'est vraiment difficile. Donc, c'est aux journalistes de vraiment faire de l'éducation aux médias en donnant de bonnes informations, en essayant de rappeler les uns les autres sur les dérives. Quand vous faites une publication, quelqu'un vient donner une information, vous avez le devoir de lui demander la source. Quelle est la source de son information, d'où il tient les chiffres qu'il vient de mettre sous votre publication. Si vous ne le faites pas, vous participez à chose comme ça, à la désinformation du public et des usagers d'Internet. Les médias d'opposition sont souvent accusés de manipulation, Michel Betta, de provocation. Pourquoi les médias d'opposition? Parce que je peux dire tous les médias sont souvent accusés de provocation, de manipulation, parce que souvent on se trouve avec des médias qui sont devenus presque des caisses de résonance de certaines idéologies politiques. C'est ce qui ne devait pas se faire. Il faut que le journaliste, même dans son essence, comme on lui attribue des missions, au point de vue institutionnel, telles que la Constitution. Donc vous êtes d'accord que vous le faites tous, que vous soyez... Ça s'observe dans tous les médias. Est-ce que c'est à faire, justement? Non. Vous savez, moi, je préfère d'abord présenter le tableau. D'accord. Voilà, on présente le tableau
Et maintenant, on dit ce qui doit être fait, qui n'est pas fait. Et puis, je pense qu'à cet effet, les organes de régulation sont là pour interpeller. Sinon, le journaliste, il est bien, pour ceux qui ont suivi les formations qu'il faut pour être journaliste, nous sommes bien en même de dire que les missions du journaliste sont connues. Et comment il doit les exercer, c'est connu. Hein? Aussi bien au niveau de la Constitution que dans les déclarations telles que celle de Windhoek, tout cela a été bien indiqué. Il doit informer objectivement et de façon équitable. Il doit veiller à la pluralité des informations dans son canal. Il doit faire en sorte que ceux qui sont à même de gérer les affaires publiques soient surveillés et ils doivent aussi les éclairer par leurs écrits afin qu'ils prennent les bonnes décisions, aussi bien pour le citoyen que pour ceux qui dirigent. Bon, bref, pour citer quelques points. Donc, je veux dire que tout le monde est au fait de ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que cela se fait comme il soit fait? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous, que vous soyez de l'opposition ou proche du parti au pouvoir. Pourquoi cela ne se fait pas? Oui. Pourquoi cela ne se fait pas? Il y a plusieurs raisons. Allez-y. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cela. Parce que souvent, ce qui se dit souvent quand on fait nos cours d'éducation aux médias, on dit que quand tu lis un média, il faut te demander qui paye l'encre. Voilà, c'est ça aussi, hein, parce que c'est des aspects qu'on oublie. Vous mettez en danger les populations pour faire plaisir à celui qui paye l'encre. Non, mais parce qu'en fait, le citoyen doit être suffisamment informé. Il doit savoir qu'est-ce qu'il lit, hein, quelle est la ligne éditoriale de ce média-là et comment ça se produit, de sorte qu'il puisse en juger. Parce qu'il faut éclairer sa lanterne. Il faut éclairer sa lanterne pour que lui-même, il prenne une décision. Ce n'est pas de lui donner la décision à prendre, mais lui-même, il doit s'éclairer pour pouvoir prendre. C'est pourquoi j'invite souvent les Ivoiriens à être de ceux qui sont ouverts à tous les médias, pour ne pas se laisser diriger par un seul média. Parce que quand tu n'as pas la contradiction, comment tu te diriges? Le média n'est pas seulement celui qui va te... On dit souvent, il y a des médias même dont on dit la Bible de tel. Non, il faut que les Ivoiriens sortent de cela. Il faut aussi, il y a un effort à faire. Moi, je ne veux pas disculper les populations elles-mêmes. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Parce que tu ne vas pas consommer. Pour consommer, il faut consommer pour t'instruire, pour t'éduquer et pour savoir, pour aiguiser ta notion de critique. Les inciter donc à ne pas lire que les journaux proches de leur camp. Il faut qu'ils s'ouvrent. Parce que, vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que personne n'a la science infuse pour diriger les autres. Nous tous, nous devons nous mettre en situation pour apprécier aussi notre part de responsabilité. Parce qu'on ne va pas dire aussi aujourd'hui, les journalistes doivent faire ça, ils ne font pas, et puis bon, vous êtes disculpés. Non, vous aussi, vous avez votre responsabilité. C'est pourquoi on vous parle d'éducation aux médias. On vous dit, écoutez, vous avez lu tel média, prenez la peine aussi de lire l'autre afin de vous faire une opinion éclairée. Parce que c'est ça aussi, vous devez avoir une opinion éclairée. Ce n'est pas nous seulement qui devons vous éclairer, nous devons vous donner ce que nous avons comme information. L'information qui émane de celui qui paye l'encre. Non, pas forcément, mais de tout le monde. Mais c'est à vous d'en tirer les leçons et d'en tirer les enseignements qui vont avec. C'est ça. Monsieur Sangaré, vous êtes du journal Le Patriote. Qu'est-ce que vous dites du reproche qu'on vous fait? Certains pensent que vous, en tant que média proche du parti au pouvoir, vous biaisez l'opinion publique. Non, je m'inscris en faux contre cette assertion. Il faut savoir que les règles du métier sont universelles. On peut avoir... Michel l'a dit. Oui, vous savez ce qui est à faire, mais vous ne le faites pas. J'arrive, je vais vous expliquer. Les gens ont tendance à croire que parce qu'un journal a une éditoriale qui est proche d'un parti politique, ce journal n'est pas professionnel. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la règle de base de notre métier, c'est quoi? C'est de livrer l'information vraie, juste et équilibrée. C'est ça la règle de base. Si vous donnez l'information juste, vraie et équilibrée, vous respectez les règles de la profession et vous agissez comme un professionnel. Donc il faut faire la différence entre ça. Nous, à notre niveau, je pense que sur cette question, on est vraiment assez professionnel. Maintenant, à côté des faits, il y a ce qu'on appelle l'opinion. Voilà. Nous, on est d'abord un journal d'opinion. Donc, par rapport à un fait, on a une prise de position en fonction de notre ligne éditoriale. Et cette prise de position, comment il faut la faire? Il faut la faire dans la responsabilité. Et quand vous la faites dans la responsabilité, c'est ce qui est demandé. Quand je dis faire la responsabilité, c'est quoi? C'est de critiquer avec des arguments clairs et précis. Ensuite, critiquer sans injurier, sans calomnier. Ce qu'il ne faut pas faire,
parce que vous êtes d'une ligne éditoriale, il y a une information qui ne convient pas à votre ligne éditoriale, vous essayez de la travestir. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Si vous faites ça, vous n'êtes plus professionnel, vous transgressez les règles. Mais par contre, vous pouvez expliquer cette information. Et nous, par exemple, on a fait beaucoup de papiers, par exemple, sur le cas de la vie chère, par exemple, quand le débat est court, on a parlé du plafonnement des prix, on a allé rencontrer, on a expliqué aussi que si la vie est chère, il y a peut-être des contingences aussi qui ne sont pas forcément de la volonté, qui ne dépendent pas du pays, en tenant compte du contexte économique mondial, tout ça. Ça, c'est notre rôle. On choisit un rôle un peu pédagogique, mais on n'est pas dans la manipulation de l'information. Mais comment vous gérez les critiques de manque d'équilibre dans le traitement de l'information? Je vais dire, ça, je vous tiens... Parce qu'il y en a. Non. Quand vous dites manque... Je vais dire, il y a des critiques. Oui, je vais dire que ces critiques ne sont pas justifiées. Je m'explique, je l'ai expliqué. Quand les gens disent manque d'équilibre, ce n'est pas manque d'équilibre. Nous, on ne fait pas ça. Nous, comme je l'ai dit, on donne d'abord l'information vraie. Maintenant, s'il y a une situation donnée, les gens veulent peut-être on s'inscrit plutôt dans l'approche, comme je l'ai dit, une approche un peu didactique et méthodologique. Par exemple, si dans une école donnée, je prends un exemple simple, si des manuels scolaires manquent, un journal qui est opposé à notre bord dira, par exemple, dans telle école, il n'y a pas de bancs, les élèves souffrent, les élèves n'étudient pas bien, donc les conditions d'études sont mauvaises, donc ça veut dire que l'école a la dérive. Nous, on ne prendra pas ce raccourci. On expliquera pourquoi dans cette école-là, les bancs manquent. Pourquoi dans cette école... Et ça pourrait être quoi les raisons? Oui, mais la raison, c'est de s'adresser par rapport aux faits donnés ou bien par rapport à comment on appelle? Je vais dire par rapport aux faits. Si les bancs manquent dans une école, on expliquera pourquoi les bancs manquent. Ouais, c'est ce que je demande. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être la raison? Non, la raison, comme c'est un cas d'exemple qu'on prend, c'est difficile. Si on est sur un fait précis, je peux vous donner la raison. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas dans... Je m'inscris en faux sur la question du manque d'équilibre. Non. Nous, quand on a une information qui veut dire qui ne correspond pas à notre ligne éditoriale, on ne la boude pas. On explique cette information, pourquoi il y a cette situation est là et on donne les arguments qu'il le faut. Mais on ne travestit pas l'information. C'est ça, j'insiste beaucoup sur cette nuance-là. D'accord. Quelle place vous donnez aux opinions contraires dans vos colonnes? On a une ligne éditoriale, et ça, ce n'est pas nouveau. Tous les médias du monde, tous les médias partout où vous allez, ont une ligne éditoriale. C'est clair. Ça, c'est clair. Maintenant, vous dites, on essaie d'expliquer, je vous dis, on a de la place pour l'information, on n'est pas dans la dénonciation, on est dans l'explication pour apporter les raisons. Par exemple, quand il y a eu les déguerpissements, on a vu comment la presse de l'opposition a relayé ces informations. Ils ont dit que, bon, voilà, on jette les gens à la rue, on accroît la pauvreté. Ça, c'est leur lecture à eux. Mais nous, on a approché une autre méthode. On a expliqué pourquoi cette opération a lieu. Dans quelles conditions elle est faite, quels sont les objectifs. On a couvert, on a donné la parole aux autorités qui ont expliqué. Donc, on s'inscrit dans une opération didactique. Pendant que l'opposition, elle s'accentue sur la souffrance de ceux qui auront été déguerpis, vous, c'est plutôt... On n'ignore pas la souffrance. En même temps, on parle des mesures d'accompagnement qui sont prises par l'État pour atténuer la souffrance des populations. Est-ce que vous me saisissez bien? Donc voilà un peu ce que je veux dire. On n'est pas fermé complètement de façon systématique aux informations qui peuvent peut-être être contraires à notre ligne éditoriale, mais on explique. Et c'est ça, pour moi, je pense que c'est de travailler de façon professionnelle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de traverser une information. Quand quelque chose est bleu, c'est de dire demain qu'elle est verte. Et ça, ce n'est pas du tout professionnel. Nous, on ne fait jamais ça. Mais plutôt, vous dites pourquoi c'est bleu. Pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est une approche très professionnelle et très responsable. D'accord. Comment vous analysez la pluralité de l'offre médiatique actuelle, Saint-Claver? Oui, il faut noter qu'elle est réelle, elle existe. On a vu que de 1960 à 1990, qui est la période du multipartisme, il y avait quelques titres, notamment 2 quotidiens. Il y avait Fraternité Matin et Ivoire Soir, et puis deux autres périodiques. Voilà. Et donc, après 1990, on a vu vraiment une kyrielle de médias. On a noté autour de 190 par là, qui, au rythme des parutions,
plus ou moins disparaissent, réapparaissent. Et puis aujourd'hui, on a vraiment, comme je l'ai dit tantôt, une kyrielle de journaux. Et ces journaux-là, chacun, comme l'a dit tout à l'heure, ont leur ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est un ensemble d'éléments qui vous distinguent des autres. Je peux dire c'est la carte d'identité de chaque média. Et donc, selon que vous soyez indépendant ou selon que vous soyez proche de tel ou tel groupement économique ou groupement politique, et en fonction de ça, vous traitez votre information. Et il a dit tout à l'heure, il a pris un exemple concernant les déguerpissements et autres. Par rapport à leur ligne éditoriale, ils ont choisi de traiter l'information dans la démarche explicative. D'autres, par exemple, qui sont de l'opposition, parce qu'ils sont proches de l'opposition qui est à la conquête du pouvoir à sa démarche. Donc je pense que on essaie d'être plus ou moins professionnel. Et quand souvent il y a des dérives, on a des structures de régulation. Il a parlé de l'ANP tout à l'heure, l'Autorité nationale de régulation. Et en ce qui concerne les médias audiovisuels, on a la haute autorité de la communication audiovisuelle. Donc, je pense que la pluralité, elle existe. Elle existe. Est-ce qu'elle a son sens? Elle existe, mais est-ce qu'elle fait... Est-ce que ce qu'elle fait... Est-ce qu'elle fait bien les choses? Oui, mais c'est pourquoi la notion de responsabilité intervient. C'est à nous, les acteurs des médias, d'être responsables dans le traitement de l'info. Il ne faut pas dire ce qu'il n'est pas. Il ne faut pas manipuler l'information. Il ne faut pas travestir l'information. Il faut s'inscrire comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans la démarche de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est vrai que le journalisme, le métier de journaliste, comme tout autre métier, il y a vraiment, comme chacun a son sein, des mauvais grains qui, par exemple, en fonction des intérêts qui leur sont propres, essayent de traiter l'information selon qu'ils sont proches de telle ou telle personne qui voudrait voir son opinion paraître forcément dans son quotidien, alors que cette opinion-là n'entre pas dans le cadre de respect de l'éthique et de la déontologie. D'accord. La dénonciation constante, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Oui, s'il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer. Tout le temps, même quand si tout le temps il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer. Si, par exemple... Même quand je dis de cette façon, dénonciation constante, c'est même quand ce n'est pas à dénoncer, comme on est de l'opposition, il faut quand même y trouver quelque chose à redire. C'est ce que j'appelle dénonciation constante. Est-ce que c'est le rôle forcément de l'opposition? Ben, bon, ce que je voudrais dire, quand il y a des choses à dénoncer, cela dépend. Il y a des choses, si vous voulez, qu'il ne faut pas dénoncer parce qu'il faut dénoncer. Quand ça enfreint aux règles d'éthique et de déontologie, quand ça choque l'opinion, bon, on peut prendre soin de ne pas le faire ou de le faire d'une certaine manière pour ne pas choquer l'opinion, pour ne pas que cela... mais quand il y a des choses à dénoncer, non, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Ce que j'appelle dénonciation constante, c'est justement, même quand ce n'est pas à dénoncer, on le fait quand même pour être dans son rôle. Oui, mais bon, là, sur ce point, je ne sais pas ce que vous appelez dénoncer, parce que s'il y a, par exemple, une injustice qui se présente, mais si cette injustice est constante, s'il y a à la dénoncer, il faut la dénoncer. Il ne faut pas dire non parce qu'il y a quelque chose, parce que j'ai dénoncé aujourd'hui et qu'il y a un autre fait qui se présente demain ou bien après-demain, bon, je vais arrêter de dénoncer. Il faut dénoncer jusqu'à ce que l'injustice qui se présente là change et qu'on passe à autre chose. Le rôle du journaliste web dans un contexte électoral, c'est lequel? C'est le même rôle comme le journaliste des autres supports. Sauf que chez vous, l'information, ça va vite. Oui, chez nous, l'information va vite, mais on a aussi la chance de pouvoir corriger l'information. C'est-à-dire que sur un site Internet, on a la possibilité d'apporter un correctif pendant que on peut faire évoluer l'information.
ce qui n'est pas dans les autres médias. Et ça, c'est un aspect que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, si vous donnez une information, si elle évolue, vous pouvez faire évoluer l'information sur le site web ou bien sur la page Facebook, vous avez la possibilité de modifier. Donc, on a la même responsabilité. Pour revenir, c'est que la presse ivoirienne, elle a ce que j'appelle, elle est héritée de choses, la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, le premier journal a été édité en 1906. De 1906 jusqu'en 1935, ça c'était le colon. Et en 1935, c'est les Ivoiriens qui ont édité leur premier journal. Donc de 1906 jusqu'en 1960, il y avait 2 blocs. C'est-à-dire que le bloc des colons, qui était un média d'opinion et d'information, et chez les Ivoiriens, il y avait ce qu'on appelle le bloc d'opinion, mais de combat. Et donc, ça n'a pas changé. Même quand il y a eu la transition de 60 à 90 ou sous le parti unique, mais depuis le 3 mai 1990, quand nous sommes revenus au multipartisme, c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire que c'est les journaux portés par les partis politiques. Avant l'indépendance, c'était les journaux aussi portés par les partis politiques. Il y en avait plusieurs. Quand on a eu l'indépendance, on a fédéré, on est devenu un parti unique et c'était la pensée unique. Mais à partir de 90, c'est devenu, il y a eu la pluralité et c'est porté par les partis politiques. Donc, c'est des journaux d'opinion et de combat. Ça n'a pas changé. Et donc, pour ceux qui sont au pouvoir, c'est d'accompagner le pouvoir, c'est de dire tout ce que le pouvoir fait est bon. Et ceux qui sont dans l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hamza, c'est de noircir le gouvernement. Toutes les actions du gouvernement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont noircies. On ne trouve pas quelque chose de bon à redire. Il faut noircir. Mais est-ce que c'est leur rôle? Non, ce n'est pas leur rôle. De venir saluer, d'applaudir les actions. Non, mais on peut saluer. Si une action du gouvernement, elle a une portée nationale, elle a, comment on appelle ça, un impact social. Si on salue cette action-là, ça ne nous enlève pas le statut de journaliste d'un journal proche de l'opposition. Ah bon? Voilà. Ça fait de vous plutôt un professionnel. Michel Betta. Oui, moi, ce que je constate, c'est que, bon, je veux attirer l'attention de mon co-débatteur ici, Sangaré, qui présente son canal comme celui qui éclaire et les autres, c'est comme s'il faisait un procès aux autres organes. Mais les autres aussi éclairent, les autres aussi donnent l'information, les autres essaient tant bien que mal de justifier aussi les faits. Parce qu'il ne faudrait pas penser que comme tu justifies dans le sens qui arrange le pouvoir, donc tu justifies mieux. Sinon les autres aussi justifient à certains degrés ce qui se fait et si c'est bon, ils le disent, si c'est pas bon, ils le disent. Donc pour dire que en fait, le journaliste, il faut le dire, le journaliste n'est pas là pour chanter les louanges d'un pouvoir. Parce que je ne crois pas que c'est en le faisant qu'on va bâtir notre démocratie. Il faut faire un effort pour éclairer ce pouvoir-là sur les faits qui sont dans notre société. Et ça, je pense qui ne sont pas bien exécutés. Voilà. Moi, je pense que les journalistes le font bien. Mais c'est qu'on a souvent tendance à étiqueter le journaliste. On ne se base pas sur ce qu'il dit, mais on se base sur qui le dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On analyse ce qu'il dit, plutôt que de se baser sur qui le dit. On donne l'impression que... Peut-être parce que vous avez parlé de qui paye langue. Non, la question de qui paye langue, c'est une question d'éducation des populations aux médias. Parce que les populations ne doivent pas être ignorantes. Moi, je suis contre cette notion de vouloir faire les choses et puis on pense que l'autre ne doit pas voir de ce qu'on fait. Il faut lui servir, il faut servir aux populations la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est notre responsabilité de journaliste qui va aux faits, qui va tirer les faits et vient le porter à l'attention des populations. Maintenant, les populations doivent avoir la capacité de juger de ce fait-là, qu'il vienne de tel média ou tel média. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de qui paye langue, entre parenthèses. Bon, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que autant que le journaliste est responsable des faits,
dans son média, autant le lecteur aussi doit être responsable de sa lecture, hein, afin de faire une critique, hein, qui soit constructive sur ce qu'il lit. Moi, on ne peut pas forcément leur demander ça, vu que souvent, il y a les masses qui sont influencées par les écrits. C'est pour ça que le journaliste, dans son rôle, doit être suffisamment responsable pour ne pas influencer... vous savez, quand on en arrive, hein, à dire aux journalistes non, de ne pas influencer, parce que tout écrit a une influence. Tout écrit a une influence. Même quelle que soit la nature de l'écrit, il a une influence. Ouais. Moi, je pense que c'est à nous aussi, nous, populations, hein, parce que je me mets aussi souvent à leur place, d'ouvrir leur esprit critique à ce qui leur est servi. Parce qu'on ne peut pas te servir quelque chose que tu consommes comme si toi-même tu n'as pas de balise. Il faut avoir aussi une ligne rouge dans laquelle tu ne tombes pas. Quand je prends un peu souvent certains médias, je veux même dire certains médias qui ont à un certain moment divisé le pays en deux. Certains médias qui ont fait des choses ensemble ici. Mais ils ont été suivis par une classe de personnes. Mais c'est-à-dire que les populations à ce niveau-là devraient faire aussi leur autocritique. C'est pas parce que ce média-là, tu considères comme ton média, ou bien ta ligne de pensée, que tu penses que tout ce qui vient de lui est bon. Mais il y en a même qui ne lisent pas. Il y en a un qui a lu, qui va venir dire aux autres, et puis finalement, ça va... Donc là, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée et il ne faut pas disculper quelqu'un. Il ne faut pas disculper quelqu'un. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les populations, les gens nous regardent, mais moi, je suis de ceux qui pensent... Tout le monde est coupable. Ça n'a pas de responsabilité. Les téléspectateurs, tout le monde a sa part de responsabilité. C'est pourquoi j'encourage toujours les gens, quand j'ai l'occasion de discuter, eux, lisez tout. Ne vous ajoutez un mot avant que je passe la parole à Sangaré. Oui, en fait, à l'entame de son propos tout à l'heure, Beta a parlé d'éducation aux médias. Il faudrait que les pouvoirs publics aussi doivent jouer leur rôle. Et moi, j'apprécie énormément ces dernières semaines la question des fake news, sur les fake news, le sorcier numérique, le sorcier numérique, les pancartes dans sa ville, et puis un peu les menaces de la PLCC et autres. On a vu avec certaines arrestations et des cyberactivistes ont commencé à comprendre que ce qu'ils produisaient sur les réseaux sociaux était passible de poursuites. Vous pensez que ça réduit un peu quand même? Oui, effectivement, ça réduit parce que ceux-mêmes qui sont tombés dans les mailles des filets de la PLCC, quand ils sortent des tribunaux ou quand ils sortent des prisons, ils commencent à sensibiliser. Donc, c'est pourquoi les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle. Parce qu'il ne faudrait pas laisser uniquement les lecteurs seulement face aux médias, face aux journalistes qui peuvent les conduire dans l'abîme. Monsieur Sangaré, défendre l'idéologie, une idéologie gouvernementale, ça n'exclut pas d'être professionnel. Oui, je l'ai dit et je le répète, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'un journal a une éditoriale qui a une orientation politique que ce journal n'est pas professionnel. Parce que les gens ont tendance à penser que parce qu'un journal en griffe est partisan, donc ce journal n'est pas professionnel. C'est une très mauvaise lecture que les gens font des médias. Voilà. Les règles, comme je l'ai dit, sont universelles. Il faut être professionnel. Pour être professionnel, c'est simple. Il faut faire un traitement de l'information juste et vérifié. C'est quand un journaliste fait ça, quelle que soit la coloration politique de ce journal ou de ces médias audiovisuels, il agit de façon professionnelle. On peut même être un journal indépendant qui n'est adossé à aucune chapelle politique et puis ne pas être professionnel. Parce que si le journaliste, dans ce média-là, que ce soit une radio, une presse écrite, ou numérique, ou un site internet, ou même une télé, qui ne donne pas des informations vraies, ce journal n'est pas professionnel, même s'il est prétendument indépendant. Pour moi, le problème n'est pas là. Il faut faire la différence entre le professionnalisme et la responsabilité. Le professionnalisme, c'est de faire ce que le code d'éthique nous demande. C'est-à-dire, vous vérifiez l'information. C'est dans le code de déontologie des journalistes de Côte d'Ivoire, article 1er, respecter la véracité des faits. Ensuite, la responsabilité, c'est quoi? Et puis d'abord, pour un journal qui est adossé à une ligne éditoriale, comme nous le faisons, et je l'assume, on a une démarche très professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a ce crédit
Pourquoi? Quand il y a un fait, on donne le fait et puis après, on fait les commentaires. Les commentaires, c'est ça que j'ai dit qu'on est un journal d'opinion. Les commentaires, c'est la distance que le journaliste prend par rapport à un fait. Et là, il livre son opinion en fonction de sa culture, en fonction des éléments d'appréciation de ces faits qu'il a. Et c'est ce qu'on fait. Et vous le remarquez, et les commentaires, ils sont tous là, ils le savent dans notre métier. On dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Monsieur Kanté. Donc, il ne faut pas juger quelqu'un sur la base d'un simple commentaire. Maintenant, dans le commentaire qu'on fait, on respecte aussi, je vais dire, le code de déontologie parce qu'on est responsable. On n'injurie pas, on n'incite pas à la haine, on n'incite pas à la division. Tout ce qui est proscrit, on ne le fait pas. D'accord, monsieur Kanté. Je voulais terminer par... Allez-y. Il a fait allusion à la Côte d'Ivoire qui est divisée. Je sais qu'implicitement, il fait allusion aux patriotes. Par le passé, le patriote a montré une carte de la Côte d'Ivoire divisée et ça choquait beaucoup de gens. Mais les gens... Ça choque encore. 2 minutes. Je t'ai écouté. Je pense que là, les gens font une très mauvaise lecture. Un média, il informe et il alerte aussi. C'est ça qui fait partie de la responsabilité du journaliste. À un moment donné de l'histoire de ce pays, vu des choses qui se passaient, qui contribuaient à amplifier la fracture sociale, avec tout ce qu'on a connu, la cohésion entre les Ivoiriens, avec la division qui était amplifiée, on a pensé qu'à un moment, à ce moment, il faut sonner, il faut donner l'alerte, il faut attirer l'attention des populations et surtout des gouvernants de l'époque pour dire « Ah, attention, la trajectoire que nous sommes en train de prendre, c'est une trajectoire très dangereuse. Nous sommes en train de mettre en lambeau le tissu social. Si on n'y prend garde, on risque d'aboutir à la partition du pays. » Malheureusement, les faits nous ont donné raison. Et on était dans l'anticipation. On a été dans l'anticipation. Maintenant, à contrario des journaux, pour terminer, à contrario des journaux de l'opposition, le frère Goré l'a si bien campé, il a aussi bien campé. Un journal d'opposition, il ne faut pas être systématiquement dans le déni. Tout peindre en noir. Et ça, pour moi, ce n'est pas de la responsabilité. Mais ce n'est pas leur rôle de vous applaudir, non? Oui. Leur rôle, ce n'est pas d'accompagner le pouvoir, mais on peut critiquer de façon objective avec des éléments d'appréciation clairs et nets. Mais il y a dans beaucoup de cas, c'est pour ça qu'il y a les interpellations au niveau de l'autorité de la... J'ai l'impression qu'il s'est blanchi et puis il condamne les autres. Alors qu'il peut être condamné aussi. Dans beaucoup de cas... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Laisse-moi finir. Allez-y. Non, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de manipulations. Mais pourquoi tu vois la manipulation, c'est l'opposition? Tu peux voir aussi la manipulation dans les journaux du pouvoir. Allez-y. Voilà, parce que... Oui, parce que c'est... Sangaré, laissez Beta y aller. On a compris à peu près. Il y a beaucoup de manipulations, donc il ne faut pas qu'ils mélangent les choses. Il fait beaucoup d'amalgame. Moi, on n'est pas venu sur ce plateau pour faire une opposition systématique des journaux proches de l'opposition. Non. On va essayer d'éclairer. On est là pour éclairer. Des choses qui ne sont des contre-vérités. D'accord, bien sûr. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Et je voulais terminer, si vous le permettez, qu'on fasse la différence. Et je l'ai bien dit, j'insiste dessus, entre le professionnalisme et la responsabilité. D'accord. Toutes les dérives qu'on a vues là, c'est rapidement. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il faut l'assumer. Non, il faut le dire. Vous voyez, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a certains qui ont utilisé les médias pour diaboliser les choses, pour amplifier les choses. Ils sont devenus des caisses de résonance des partis au pouvoir, au point que aujourd'hui, je ne pense pas que ce que d'autres ont fait par le passé, d'autres médias peuvent le faire aujourd'hui. Imaginez-vous, quand tu parles d'alerter à l'opinion au point de diviser le pays en deux, vous pensez que quelqu'un peut se permettre ça aujourd'hui? Même s'il a une alerte à donner au pouvoir, tu penses que de cette manière il va le faire? Il ne peut pas le faire ainsi, parce que l'ANP va te sanctionner. Aujourd'hui même, nous ne sommes même pas permis de publier les sondages. Mais on l'a vu par le passé, certains l'ont fait. Donc c'est pour dire quoi? Pour ne pas que quelqu'un cherche à se blanchir. C'est que notre responsabilité a été totale à un certain moment. Aujourd'hui... Tous les médias. Voilà, tous les médias, même ceux qui se prétendent aujourd'hui défenseurs du pouvoir. Ils ont été, à un moment donné, ceux qui ont fragilisé le tissu social. Aujourd'hui, il faut qu'à l'approche des élections, comme le thème l'a dit, à l'approche des élections, les responsabilités soient situées, de sorte que ce qui s'est passé hier ne se passe pas aujourd'hui. De sorte que la responsabilité notre responsabilité soit d'abord notre première responsabilité, de sorte à faire, en sorte de ne pas être alarmiste, de ne pas créer la tension, parce qu'il ne faudrait pas se flatter. C'est vrai que nous voyons ici la CEI qui
qui est discrédité par certains acteurs politiques, mais nous ne devons pas nous faire l'écho de tous de ces cris, hein, de ces cris des partis politiques au point d'enflammer la situation. Il faut que nous soyons des stabilisateurs, des gens qui font en sorte que le mur que les uns et les autres veulent dresser, nous puissions dresser un pont. C'est cela. Voilà. Monsieur Kanté, Ousmane Kanté, vous qui travaillez dans un média qui se veut impartial, hein, c'est la radio de la paix. Quel est au quotidien le défi auquel vous êtes confronté pour tenter d'être au-dessus de la mêlée? Alors, Radio de la Paix est née sur les cendres d'ONUCI FM, qui était la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et le plaisir que nous avons eu à travailler avec les Nations Unies, c'était cette indépendance. Cette indépendance au niveau professionnel. Aujourd'hui, Radio de la Paix essaie de suivre un peu tout ce qui a été hérité d'ONUCI FM. Je vous avoue que moi, en tant que rédacteur en chef, je ne reçois aucune instruction. Aucune. Quand on fait nos conférences de rédaction, nous décidons nous-mêmes des sujets que nous voulons traiter. En toute responsabilité. En toute responsabilité. Nous choisissons nos angles de traitement, nous choisissons nos sujets, nous décidons d'en faire des reportages. Et vos choix n'ont jamais été critiqués? Jamais. Jamais. Et je pense que... Est-ce que la neutralité, votre neutralité ne peut pas être considérée par certains comme une indifférence, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre société? Non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, la neutralité, ce n'est pas de l'indifférence. La neutralité, c'est de ne pas être partial, de ne pas dire, par exemple, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Vous voyez, moi, avant de venir à ce débat, j'ai essayé de consulter un peu le dernier rapport de Reporters sans frontières 2024. Mais qu'est-ce que Reporters sans frontières dit en préambule? La Côte d'Ivoire dispose d'un paysage médiatique parmi les plus politisés. Absolument. Et les plus polarisés d'Afrique de l'Ouest. Ça interpelle. Si. Ça interpelle. Moi, aujourd'hui, je serais même favorable à une proposition de loi ou un projet de loi pour interdire que des médias soient encartés à des partis politiques. Est-ce que c'est possible? Peut-être que ça va nous sortir de ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui... Il n'y aurait peut-être plus de... Est-ce qu'on doit tout traiter sous l'angle du fait que je sois proche d'un parti politique? D'accord. C'est une question qu'il faut se poser. On va y aller. On a d'autres axes. On a mis beaucoup de temps sur celui-ci. On en a deux autres. Mais avant, les téléspectateurs nous ont posé quelques questions. Hein. Je vais vous les transmettre. Quel est le rôle des journalistes pendant cette période électorale? Vous y avez un peu répondu. Que font les journalistes pour une élection présidentielle dans la paix? L'État a-t-il les moyens pour arrêter les fausses informations sur les réseaux sociaux? L'État a-t-il les moyens? La PLCC, Je dirais oui et je dirais non. Parce que les usagers Internet qui interviennent ici, généralement, certains d'entre eux ne sont pas sur le territoire national. Donc il faut une érogation, comme on appelle, je ne suis pas juriste, mais il y a un terme approprié pour ça, avec le pays dans lequel se trouve celui qui est passible qui est entre griffes passible de poursuite judiciaire. Il faut que le pays dans lequel il se trouve puisse se mettre en rapport avec notre pays, ou que notre pays se mette en rapport avec ce pays-là, et puis le faire venir comme on a fait pour Istri Biko, qui était en Mauritanie, qui a été arrêté après avoir dit des énormités. Et donc, c'est un peu difficile, parce qu'Internet même, on a du mal à réguler Internet. On a du mal à réguler Internet parce que quelqu'un peut faire une publication, parce qu'aujourd'hui, il y a l'instantanéité d'Internet. Si je fais une publication à l'instant où nous sommes dans ce studio-là, celui qui est à Begafla, à 17 km de Dialva, reçoit la notification, comme celui qui est à Bruxelles, en Belgique, reçoit la notification. Donc,
l'information est instantanée. Et c'est cet aspect de... Donc c'est assez difficile. C'est assez difficile de pouvoir mettre la main sur tout le monde. Mais ceux qui sont sur le territoire national, si la loi sur la cybercriminalité ne s'applique pas à vous, le code pénal s'applique à vous. D'accord. Ces questions émanaient de Zerbo Yacouba, Franck Bayoko, et il y a Lama Bakayoko qui lui demande quel est le rôle des médias dans une élection? C'est quoi le rôle des médias dans une élection? Bon, on peut se référer à ce qui se fait ailleurs. Hein. Ailleurs, les médias accompagnent le processus électoral totalement. La commission même, je prends l'exemple du Ghana, où la commission électorale est avec les médias pour proclamer les résultats, pour faire en sorte que dans tout le processus... Là, vous êtes à l'étape des résultats, mais avant d'en arriver... La transparence même du processus. Et les campagnes, pendant la campagne Pendant la campagne, l'équité dans la prise de parole. Mais ici, on a des organes de régulation qui assurent cela aussi. Sur les médias publics, mais est-ce que les médias privés le font? Non, c'est très difficile pour les journaux. Voilà. Parce que généralement, les journaux, si j'en place une, les journaux, c'est de mettre l'accent sur les candidats qui sont proches du parti politique qui porte le journal et de faire un blackout total sur les autres candidats. Et malheureusement. Mais sinon, au niveau de la RTI, de Radio Côte d'Ivoire, de RTI 1, le temps d'antenne est équitablement réparti entre les différents candidats. Bétard, dernier élément et puis on avance. Allez-y, Sangaré. Non, sur cette question, c'est les médias de services publics qui sont astreints au devoir d'équité vis-à-vis des différents candidats. Maintenant, quant aux autres organes, notamment du secteur privé... L'ANP joue aussi son rôle. L'ANP joue son rôle. Pour accompagner, moi, je voulais répondre, comme je l'ai dit, j'insiste toujours sur la responsabilité. D'accord. Alors, pour pouvoir défendre nos candidats, c'est-à-dire quoi? On doit accompagner tout ce qui est initiative pour promouvoir la paix, pour promouvoir un scrutin apaisé, et on doit surtout faire preuve d'une immense responsabilité en refusant de relayer les propos incendiaires à caractère violent. Diarra-Souba vous pose la question, M. Sangaré. Est-ce qu'un journaliste qui appartient à un parti politique peut être équitable dans le traitement des informations qui accablent son parti? Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il appartient à un parti politique. Non, laisse-moi faire. La question m'est adressée. Laisse-moi répondre. Allez-y, vous avez 20 secondes, on va avancer. Oui, il peut être équitable. Et dans l'explication que vous avez donnée précédemment. Il donne d'abord l'information, et puis vis-à-vis de sa ligne éditoriale, s'il y a une précision à apporter, il apporte dans une il apporte la précision. Voilà. D'accord, on va avancer. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Il y a notre reporter, on va y aller, Frédéric Gorebi. Notre reporter FBoué était dehors dans les rues d'Abidjan hier et aujourd'hui. Elle a tendu son micro à quelques patrons de presse. Le sujet, vous en doutez bien, c'est l'impartialité du traitement de l'information. On va regarder. En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections, les médias, en tant que vecteurs de l'information, sont en ébullition. Entre devoir d'information, objectivité et pression politique, l'impartialité dans le traitement de l'information est mise à rude épreuve. Pour les acteurs des médias d'État ou privés, il faut avant tout se référer aux règles du métier. Les journalistes ne cessent pas d'être des professionnels lorsqu'il s'agit d'une période électorale. Seulement que, compte tenu de la sensibilité de la période, on demande d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus observateur et applicateur des règles qui régissent notre métier. Dans le traitement de l'information, il y a d'abord la vérité, il y a la rigueur, il y a l'exactitude, il y a l'intégrité et il y a l'équité. Tant qu'une information est mauvaise, automatiquement elle aura une répercussion sur la vie des populations. Dans un système où vraiment il y a de la concurrence, mais pour nous, c'est de dire, quand nous donnons une information, il faut qu'elle soit la plus juste possible. A priori, il ne devrait pas avoir un traitement spécial pour une période électorale et un traitement spécial pour une période non électorale. La déontologie est claire, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Se conformer aux faits est rien que les faits. Mais dans la pratique, on dénote plusieurs obstacles à l'impartialité, entre autres les pressions politiques, l'autocensure par crainte des représailles, l'accès inégal à l'espace médiatique, le manque de formation des journalistes sur la couverture électorale équitable. La prolifération des fake news et autres dérives médiatiques impactent aussi le secteur. C'est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés parce que beaucoup d'informations nous parviennent. Beaucoup d'informations sont diffusées sans la moindre vérification. À notre niveau, ce qui est recommandé, c'est de vérifier toute information avant de la diffuser.
En période électorale, le rôle des médias est fondamental. Ils doivent informer les citoyens sur les programmes et les intentions des candidats, garantir l'équité entre les partis politiques, prévenir la désinformation et la manipulation de l'opinion publique, renforcer la confiance dans le processus électoral. En cas de dérapage, les organes de régulation doivent agir. Ça, c'est un reportage signé Eve Boué. On va en suivre un autre, un autre reportage. Celui-ci est signé Siaka Kone. Notre reporter nous fait l'historique de l'évolution des médias en Côte d'Ivoire ces 15 dernières années. On va regarder. Des temps forts ont marqué l'évolution du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Avant 1990, le secteur était caractérisé par un monopole d'État. Au niveau de la presse papier, Ivoire Dimanche, Fraternité Hebdo et Fraternité Matin avaient pignon sur rue. Quant à l'audiovisuel, toujours dans l'ère du parti unique, Radio Côte d'Ivoire et la télévision nationale ont contribué à informer, éduquer et divertir la population ivoirienne. Il est vraiment à souhaiter que les médias interviennent dans le sens d'apporter plus l'apaisement que d'attiser les haines, que d'attiser la violence, que de faire écho des propos haineux, des propos belliqueux, des propos dangereux. Le 3 mai 1990, le retour au multipartisme a donné lieu à une floraison de titres. C'est le printemps de la presse avec des organes pour la plupart adossés à des partis politiques. De nombreuses dérives sont alors enregistrées. En septembre 1995, l'ouverture des premières fréquences radio sur la bande FM est une réalité, ce qui a donné naissance à des radios communautaires et des radios privées commerciales. Plus de 200 fréquences enregistrées à ce jour. Nous essayons de faire en sorte que ces radios-là fassent en sorte de respecter la loi. Parce que nous évoluons sur un cahier de charge qui nous est donc transmis à la signature de la convention par la haute autorité de la communication audiovisuelle avant Conseil national, avant CNCA. Et donc c'est sur cette base-là que nous travaillons. Et au quotidien, nous essayons donc de faire comprendre aux radios-là que nous évoluons dans un monde où il faut respecter la loi. Des chaînes internationales ont également fait leur entrée sur la bande FM. Fin 2018, la libéralisation de l'espace audiovisuel tant attendu va donner naissance à 4 nouvelles chaînes de télévision privées. Celles-ci viendront agrémenter le quotidien des Ivoiriens. Dans la même veine, l'on assiste à un usage massif du numérique. La presse papier s'incline au profit de la presse en ligne, des réseaux sociaux et des web TV. L'environnement des médias a connu ces dernières années une évolution rapide dans son ensemble, rendant le secteur aussi bien dynamique, attractif que sensible. Saint-Claver Oula, que pensez-vous de la formation continue des journalistes en période électorale, par exemple? Oui, mais c'est très important. Il faut multiplier les formations des journalistes, il faut attirer leur attention, il faut les sensibiliser, parce que la période électorale, elle est très délicate. Il faut multiplier. Est-ce que vous parlez là à leurs patrons, aux patrons de presse, ou alors eux-mêmes, chaque journaliste doit en prendre la responsabilité, se faire former? À tous les niveaux, que ce soit les patrons de presse qui proposent les formations, que ce soit les autorités étatiques, sous la responsabilité de qui la presse évolue, les médias évoluent de façon générale. Et puis, au niveau des journalistes eux-mêmes, quand ils ont la possibilité de se faire former, de le faire. Parce que, comme on parle de période électorale, il faut donner des éléments aux journalistes pour leur dire que la période dans laquelle nous sommes, étant donné qu'elle est délicate, parce que c'est une période qui suscite beaucoup de passions. C'est ça. Elle suscite beaucoup de passions. On a plusieurs candidats qui sont là, qui visent la présidence de la République. Et donc, de part et d'autre, il y a les passions. Et surtout, comme il a dit tout à l'heure mon confrère Kanté, il a dit que le rapport des RSF dit ouvertement que la situation est véritablement polarisée. Donc, quand on en arrive là, il faut vraiment prendre des dispositions. Chez vous, par exemple, Beta au Bélier, comment vous traitez les informations incendiaires, les informations sensibles, par exemple, de certains... Bon, d'abord, il faut dire que... Saint-Claver, là, vous êtes au panafricain, pas au Bélier. Oui, mais il faut d'abord dire que, vous savez, les informations viennent de partout maintenant. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Facebook. C'est vrai, Facebook peut être une source d'informations. Il peut y avoir des informations qu'on prend ici et là, mais ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir
vérifier ces informations-là qui nous parviennent. Et c'est là que se trouve, comme on le dit, la responsabilité du journaliste. C'est là qu'on doit faire preuve de professionnalisme. Est-ce que l'information que nous avons, qui nous parvient, est-ce que cette information-là, elle est crédible ou non? Et c'est là que c'est très, très important. Et donc, si tu as affaire à une fake news, que tu l'as fait paraître, bon, il y a des organes de régulation, jusqu'à même à la justice qui sont là pour... C'est ça. 2010-2020, Ousmane Kanté, ou chacune des crises que la Côte d'Ivoire a connues, est-ce que vous pensez, vous qui faites partie, qui travaillez dans un média de service, un média indépendant, est-ce que vous pensez que les médias ont failli à ces moments précis? Oui. Oui, moi je le dis parce que le journaliste est d'abord le garant de la démocratie. C'est important. On a des devoirs, on a des droits. Est-ce qu'on peut se permettre de tout relayer? Il y a eu des propositions, des propositions dans ce sens. Ouais. Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire sans tenir compte du contexte social, sans tenir compte de la cohésion sociale, sans tenir compte de la paix, du climat de paix qu'il faut préserver? Est-ce que le journaliste peut tout se permettre? Il faut adresser ce genre de questions, surtout dans la période électorale, pour permettre à chaque journaliste de connaître, de savoir ses limites, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que vous, à votre niveau, vous préparez votre rédaction à la période électorale? Bien sûr. Comment? Bien sûr. En ce moment, nous sommes en train de préparer un renforcement de capacité en lien avec la période électorale qui va se dérouler sûrement au mois de mai ou au mois de juin. Quand on va le faire, tous les journalistes qui seront concernés par la couverture de la pré-campagne, de la campagne et du scrutin en lui-même, tous ceux-là vont participer à cet atelier de renforcement de capacité. Et on va passer au peigne fin tout ce qu'il y a à mettre comme ingrédient au service d'un journaliste afin d'assurer convenablement cette période électorale. Et je pense que c'est très important. D'accord. Monsieur Sangaré, comment on peut éviter les amalgames entre communication politique et information, justement? Oui, ça excusez-moi, c'est l'expérience, la culture et le professionnalisme du journaliste qui peut permettre d'éviter cela. Alors, parce qu'il est clair que le journaliste a l'obligation d'abord d'informer. Ensuite, dans une période de campagne, effectivement, la frontière est très mince entre donner l'information, surtout pour ce qui concerne les activités politiques, et puis ensuite, ce que je pourrais appeler la campagne ou la propagande politique. Pour les journaux, par exemple, les organes, les médias, par exemple, qui ont une ligne éditoriale proche des partis politiques, là, la trajectoire est connue déjà, hein, donc c'est donner l'information, mais c'est en même temps accompagner l'idéologie, les idées, le message que véhicule le parti. Mais tout ça doit se faire dans la responsabilité. Et c'est ce que j'insiste. Et Ousmane Kanté l'a dit, si la presse, et je ne le nie pas, depuis 1990 avec le président de la presse à un moment donné a joué un rôle néfaste, justement, dans les différentes crises qu'on a connues. Elle a contribué... Qu'elle soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Parce qu'elle a malheureusement, elle s'est substituée malheureusement aux politiques à un moment donné. Elle est même devenue les bras séculiers des acteurs politiques. Mais ça ne s'arrête pas. On a l'impression que ça continue. Non, mais il y a beaucoup de changements quand même. Il faut l'avouer. Il y a eu beaucoup de formations. Depuis les années 90. On a même mis en place, je parle du secteur, l'écosystème du secteur a mis en place un observatoire qui est l'OLPED. Ensuite, il y a eu l'UNJCI, il y a eu un code de déontologie qui a été mis en place depuis 1992 par les journalistes eux-mêmes. Ça veut dire que les journalistes, à un moment donné, ont pris conscience qu'ils sont allés trop loin. Mais tout ça, c'est l'environnement dans lequel les médias sont... Voilà, le pluralisme de la presse est né. Quand on appelle le président de la presse, c'est né dans un contexte de bataille politique. C'est ce qui fait cette particularité ivoirienne. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité. Revenons aux fondamentaux du métier. En étant professionnel, je l'ai dit toujours, même prenez tous les grands du monde. L'un des plus belles exemples, c'est, si vous le permettez, sans faire publicité, c'est l'Humanité en France. L'Humanité, c'est un journal qui est proche du Parti communiste, mais c'est un journal qui est exemplaire en termes de pratiques professionnelles. Je l'ai dit toujours, vous pouvez défendre une idéologie en étant très professionnel, en étant responsable. La clé, c'est ça.
On a fait toutes ces dérives parce qu'à un moment donné, on n'a pas été responsable. Et notre code de déontologie nous dit que notre responsabilité prime sur même toute autre responsabilité, plus que celle même de notre employé et celle du pouvoir public. C'est pour ça que dans notre code de déontologie, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire, à un moment donné, le journaliste ne peut pas être forcément le répondeur automatique de son patron. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec qui paie l'an, qui commande. À un moment donné, le patron, il ne peut pas vous obliger à faire des choses qui vont contre votre éthique, votre conviction. Mais si tu ne respectes pas ce qu'il veut et s'il te met à la rue, c'est pas possible. Si tu ne respectes pas. C'est mieux qu'ils te mettent à la rue que tu commettes un délit qui te conduise en prison. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on assiste à tout ça? Mais tout ça, ça a été un peu... Tout ça, les journalistes, à un moment donné, ont cédé à tout ça parce qu'il y a eu le manque de formation. Beaucoup sont venus... Et manque de moyens. Manque de moyens, tout ça. Oui, mais... Je suis d'accord, mais je vous l'ai dit, il ne faut pas résumer aussi la responsabilité au fait qu'on soit dans les difficultés financières. Pour moi, la responsabilité, ça n'a rien à voir. On peut être pauvre, ou bien j'aime pas le mot, on peut être démuni et peut être très responsable. C'est ça. Tout comme on peut être riche, être irresponsable. Être irresponsable. Monsieur Beta, quelle responsabilité donc pour les éditorialistes eux-mêmes dans un contexte à forte charge émotionnelle? Moi, je pense que pour le journaliste, la vérité doit être sa ligne de conduite. La vérité des faits. En plus de cela, il faut que... Sans manipulation. Sans manipulation, bien entendu. Il faut qu'il y ait la loyauté envers le métier qu'il a choisi, c'est celui du journaliste. Voilà, c'est la loyauté. Même si, au bout, il peut être mis à la rue et tout ça. L'objectivité, là, ça ne se proclame pas. Elle est exigeante. Ouais. Elle t'exige une attitude responsable. Moi, je dis aussi, il faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire du journalisme fiction. Il faut venir aussi à la réalité. Je dis qu'on ne peut pas bâtir une presse forte, une presse responsable dans un pays démocratique avec des médias fragiles. Il faut que l'État aussi s'intéresse plus ou moins à comment accompagner ce secteur-là qui joue un rôle déterminant dans la promotion de la démocratie, de l'État de droit, dans sa quête de vérité et dans sa quête d'objectivité. Il faut que les structures qui ont été mises en place pour accompagner les médias jouent aussi pleinement leur rôle. Parce que qu'est-ce qu'on constate à l'approche des élections, à l'approche d'une structure aussi cruciale, quel accompagnement les médias ont pour jouer pleinement leur rôle? Les médias dans tout leur ensemble, que ce soit les médias publics, que ce soit les médias privés. Quel est l'accompagnement qui a été fait jusqu'ici pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle? Parce qu'au sorti de cette situation électorale-là, si on sombre encore comme en 2010, tout le monde va payer le prix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, voilà, pour que ça se fasse pas. Comment dénoncer les dérives du parti au pouvoir sans verser forcément des informations? Mais c'est ce que nous essayons tous de faire. C'est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons d'éveiller la conscience ou bien d'attirer la conscience de ceux qui nous dirigent sur certains impairs. Mais moi, je l'ai dit en entrée. J'ai dit, souvent, quand tu dénonces la vérité, on ne cherche pas qu'est-ce que tu dis, mais on sait qui l'a dit. Oui, ça fait qu'on a l'impression que si tu lui dis, c'est que tu n'es pas objectif. Mais attendez, l'objectivité là, est-ce que tu as lu l'information qui est là? Est-ce que tu ne te sens pas dedans? Tu as des voies de recours si tu te sens diffamé. Tu as des voies de recours au niveau de l'ANP. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut accorder plus de place aux journalistes. Parce que, avec les organes de régulation que nous avons aujourd'hui, le journaliste fait plus attention dans le traitement de l'information que par le passé. C'est pourquoi j'interpelle encore les autorités. Il faut accompagner, s'il y a des structures pour accompagner les médias à cette période électorale, il faut qu'elles accompagnent. Il faut qu'elles accompagnent sur tous les plans. Il ne faut pas qu'elles laissent les médias à leur comme sort. Dans la formation. Voilà, dans la formation, dans le financement. Dans le financement, tout. Pour qu'on passe cette période-là sans difficulté et que le journaliste puisse assumer pleinement son rôle. Si chacun joue son rôle, les médias aussi doivent continuer à être responsables, professionnels. Frédéric Gorebi. Je vous l'ai dit par rapport à ce que Yacoub a dit, tous les médias ont été cloués au pilori par tous les accords concernant dans la résolution de la crise, des différentes crises ivoiriennes. Absolument. Tous les médias, quel que soit leur bord, du 15 au 23 janvier 2003 à Lilian Makoussi, les médias ont été présentés comme ayant exacerbé les tensions et participé à la déchirure du tissu social. Accra, Pretoria 1, 2, Ouaga,
toujours les médias ont été vraiment pointés du doigt. Ça, c'était hier, et justement, on veut que... D'accord. Mais est-ce qu'on a tiré les leçons? Parce que la formation en 2010, avant les élections, il y a eu une formation des patrons de presse et des correspondants de presse. Mais ça a accouché d'une... Aucunement. Les gens ont jeté aux orties tout ce qu'ils ont eu comme formation. Ils sont devenus, comme le dit si bien Sangaré, des bras séculiers. Ils sont devenus des sofas de leurs partis politiques respectifs. En 2015, moi j'étais dans la société civile et on a fait la formation des journalistes. En 2020 également. Mais quand la période électorale arrive, on oublie tout. On oublie tout. Et comment ça se fait? Pourquoi? C'est ça qui est le drame. C'est ça qui est le drame. Oui, mais moi, je pense qu'il y a une réponse à ça. Les acteurs des médias ne sont pas isolés quelque part dans un monde qui est différent. Ils sont dans un environnement. Oui, mais ils sont dans un environnement. Ils sont liés quelque part à un parti politique. Attendez. Ils sont dans un environnement. Ils sont arrimés pour certains à des partis politiques. Et puis, il y a des choses qui se passent. Mais en fait, la question qu'on aurait posée, c'est que est-ce que les acteurs politiques, est-ce que les acteurs à qui les médias sont arrimés ont tiré les leçons du passé? C'est-à-dire ceux dont tu parles. Est-ce que ceux-là... Parce qu'en fait, c'est eux qui influencent les médias. Oh, non, les médias, est-ce qu'ils doivent se laisser influencer? Oui, mais bien sûr, c'est la question fondamentale qui est adressée à tout le monde. Parce que les médias... Non. On va terminer sur cet axe avec Frédéric Gorebi. Est-ce que vous avez un protocole chez vous, à RTI Info, un protocole anti-désinformation? Exactement. On a un groupe WhatsApp. Quand on a une information, celui qui a l'information met dans le groupe et on commence à récupérer. Parce qu'on a appris à l'école source unique, source nulle en journalisme. Donc, on recoupe l'information. Je vais vous donner... Il y a je ne vais pas citer, parce qu'on ne cite pas ses contemporains, un doyen de la presse qui a dit que l'autre était décédé, paix à son âme, Zadi Kessi, était décédé. En ce moment, il n'était pas décédé. Et il a mis ça sur sa page Facebook et les gens ont commencé à relayer. Et donc, nous, quelqu'un m'a interpellé, moi j'ai mis dans le groupe, et mon chef de service de Ouattara Lassine a dit son neveu est mon ami. Et donc, on a appelé, il a dit non, que le vieux n'est pas décédé, il est à la maison ici, c'est vrai qu'il ne se porte pas bien. Et nous, on a fait le poste. Mais les gens nous ont insultés pour dire que c'est pas vrai. Il y a eu le cas Ménécré aussi. Voilà, le cas Ménécré. Et donc, mais à la fin, on a eu raison parce qu'il n'était pas décédé. Et donc, le protocole, c'est d'être sûr, parce que nous avons pour habitude de dire que nous sommes un média de consolidation. Nous ne sommes pas dans la course au scoop. Quand RTI Info parle, ça doit être chose qu'on appelle ça faire tache d'huile. Donc nous sommes dans un média, dans une position de consolidation. Donc nous, on prend le temps et il n'y a pas de gloire à annoncer le décès de quelqu'un en premier. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Donc, voilà. Donc nous sommes un média de consolidation parce que nous sommes le média de service public. Si on parle, il y a plein d'exemples que je peux dire, mais... D'accord. Voilà. On va encore suivre un élément vidéo. Nos reporters se sont rendus notamment au CNDH-CI et à la ACA. On va suivre. La première recommandation que je ferai pour le court terme, on peut dégager un consensus, on peut s'accorder sur le fait que pour les élections, le monde médiatique soit déconnecté du monde politique. Il faut tout faire pour que, dans le cadre de ces élections-là, les journalistes aient des moyens pour ne pas céder à l'information partisane, partielle et partiale. Vous savez, la responsabilité sociale du journaliste est grande dans le maintien de la paix et de la cohésion. Et le journaliste doit éviter de nuire aux individus et aux groupes. Il doit respecter la dignité humaine, le socle des droits de l'homme et la diversité. Ce qui suppose de bannir dans toutes les productions médiatiques les discours qui stigmatisent ou les discours incitant à la haine, à la division et à la violence. Il faut également que les médias collaborent avec les institutions et la population. D'ailleurs, je salue les efforts de la ACA pour la charte des réseaux sociaux qui promeut, entre autres, l'intégrité et l'exactitude de l'information pour une citoyenneté numérique positive. Pour des élections apaisées, la ACA invite à un traitement professionnel de l'information en respectant scrupuleusement
les textes qui régissent le secteur de la communication audiovisuelle et le code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire. Les acteurs de médias ne doivent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. En outre, les médias audiovisuels, qu'ils soient de service public ou privé, doivent notamment veiller au pluralisme des opinions sur leurs antennes en mettant un accent particulier sur l'équité et l'équilibre de l'information. Ces médias doivent également veiller à l'exercice du droit de réponse lorsqu'une personne est mise en cause. Ils doivent veiller au respect des règles de courtoisie dans les émissions de débat et ne devraient pas hésiter à rappeler au besoin les règles déontologiques en cas de dérapage. La courtoisie dans les émissions de débat, hein, comme ce soir ici, sur notre plateau. La RTI, hein, on est ouvert à chaque fois à ce genre de débat pour que chacun puisse s'exprimer. Alors, l'ANP, l'AAK, assurent le monitoring. Hein. Ils assurent le monitoring indépendant du contenu de presse pendant, avant ou même après les élections. Mais ça n'empêche pas forcément ce qui arrive. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, mais il y a un aspect aussi qu'on oublie souvent, c'est que les journaux paraissent, les journaux sortent comme des petits pains. Il faut empêcher cela? Est-ce que ceux qui créent les journaux ont les moyens d'employer des jeunes Ivoiriens et de les payer, de leur, je veux dire, leur accorder le salaire sur le long terme? Et ça aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Il y a la convention collective sur laquelle les acteurs des médias se sont accordés. Mais vous allez constater aujourd'hui, et ça vraiment, c'est un fait déplorable, il y a des journaux qui paraissent, qui prennent des jeunes, ils les emploient et puis après, ils les laissent à leur propre sort. Et ces jeunes-là, comment ils arrivent à se prendre en charge? C'est ça la question fondamentale. Comment un jeune journaliste qui est employé dans une rédaction, qui n'a pas de revenus, comment il vit? C'est ça la question fondamentale. Donc pour ça, il va se mettre à raconter des choses pour incendier le pays et puis voilà. Non, mais non, ça dit pas, je ne dirais pas les choses comme ça, de façon crue. Mais il sera au crochet des personnalités qui vont lui donner des subsides. Exactement. Et c'est ça le problème. Donc il faudrait que nos autorités de régulation, ça dit, à l'époque, le CNP qui est devenu l'ANP, était très rigoureux là-dessus, très exigeant. L'ANP faisait des enquêtes. D'abord, passait voir l'existence des sièges, essayait de regarder l'application de la convention collective et un certain nombre d'éléments. Parce que vous voyez aujourd'hui des politiques ou bien des groupements économiques, ou bien des associations, des ONG, ils créent tout simplement le journal qui les soutient, et puis ils ne regardent même pas à l'intérieur ceux qui y travaillent, s'ils arrivent à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Est-ce qu'on peut envisager un code de bonne conduite électorale en période électorale? Sangaré. Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Par le passé, le groupement des éditeurs de presse, en partenariat avec la commission électorale, a rédigé un code de bonne conduite. Il y en a eu, ça a porté ses fruits. Pourquoi il n'y en a pas? Bon, je pense que cette année, je crois que c'est un projet. Voilà, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, je crois qu'on va rencontrer la CEI pour discuter pour qui est ça. C'est important, parce que vous savez, la répétition est pédagogique. Pour moi, je pense qu'il faut toujours le code. Il ne faut pas être fataliste pour dire on a fait le code de bonne conduite, on a fait d'autres actions similaires, mais les gens continuent de persister dans les dérives. Pour moi, il ne faut pas être fataliste. Et baisser les bras. Voilà, donc il ne faut pas baisser les bras. Pour moi, c'est une quête permanente. Et c'est plusieurs facteurs qui expliquent tout ça. Moi, je ne veux pas qu'on résume tout ça simplement à la question des subsides. Ça peut être un élément, ça peut être un des problèmes, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de facteurs en compte. Et moi, je l'insiste toujours sur le fait, tout au long de ce débat, je l'ai dit, pour moi, la clé, c'est la responsabilité. Et vous l'avez, dans l'élément vidéo que vous l'avez diffusé, les différents intervenants l'ont souligné. C'est là toute une question de responsabilité. Si on est responsable, même si quelqu'un vous donne, après un entretien, vous donne tout l'argent du monde,
mais vous ne pouvez pas permettre, vous savez qu'il y a des choses que, si vous avez des valeurs que vous cultivez, vous ne pouvez pas inciter à la haine, à la division, parce que c'est des valeurs que vous avez en vous, vous avez reçues dans votre éducation, qui font qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour de l'argent. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on insiste sur ça. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la précarité. Est-ce que vous seriez prêts, vous tous ici, tous autant que vous êtes, est-ce que vous seriez prêts à signer une charte de scrutin apaisé? Oui, moi je pense qu'on est tous partants pour ça. La paix, n'a pas de prix. Parce que la paix n'a pas de prix. Vous êtes tous de bonne volonté, vous avez tous envie que vos écrits changent, soient orientés vers un moment de paix, mais malheureusement, dès demain, je crains même que les choses ne continuent. Mais pourquoi? Parce qu'on dit qu'il venait de le dire, toutes les formations que vous avez faites au moment où la passion prend le dessus, alors on oublie tout ça. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est le modèle économique. Allez-y, il y a M. Pétard. une considérable amélioration des productions journalistiques en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faudrait pas se voiler la face. Aujourd'hui, dans nos médias, moi, je suis de ceux qui veillent surtout à ce que vraiment l'équilibre en termes d'information soit donné à quelqu'un qui est souvent indexé. Parce qu'il ne faudrait pas donner l'information d'un seul pôle, il faut toujours essayer d'équilibrer. Et je vois que les médias font suffisamment d'efforts. Ça, c'est vrai qu'on parle des questions de subsides et tout, mais au niveau professionnel, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. La preuve en est les ébonies. Aujourd'hui, on voit un peu ceux qui se distinguent. Il y a plusieurs prix qui sont distribués. Ça vous dit qu'au niveau des médias, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et je pense que c'est ensemble que nous pouvons réussir cela. C'est pourquoi j'en appelle aux structures qui sont en charge des médias à faire aussi leur part pour que le soutien soit total, pour que cette période électorale, chacun puisse la faire pleinement selon son professionnalisme et selon ce qu'il a En 30 secondes, merci M. Betta, 30 secondes, on va faire un tour de table. On est en train de boucler cette émission. Quelle est la contribution essentielle que doit offrir le journaliste pour une présidentielle apaisée? 30 secondes pour chacun. Tour de table. On va y aller avec Frédéric Gorebi. C'est d'abord être, comme Sangar l'a dit, responsable, c'est-à-dire obéir parce que notre métier est codifié. Il y a des règles, des devoirs, et des droits et des devoirs qui sont inhérents à ce corps de métier. Donc, il faut s'en tenir. Être vraiment artisan de paix. Parce que c'est les vivants qu'on informe. On n'informe pas les cadavres. Et ça, je veux dire que les uns et les autres doivent comprendre que c'est pendant la période de paix qu'on peut faire du journalisme et être comme l'allégorie de la porte, parler avec ceux qui sont au pouvoir et parler à ceux qui sont à bout derrière rail. C'est-à-dire qu'on a le seul métier qu'on peut faire ça. Et donc, il est important de prendre la mesure de notre responsabilité dans la société. Que serait une société sans information? Est-ce qu'il existe des outils numériques que vous recommanderiez, par exemple, à tous ceux qui nous suivent pour vérifier l'authenticité des informations? Oui, bon, l'information aujourd'hui avec l'IA, on peut savoir si cette phrase ou cette publication elle est vraie ou fausse. Mais ce qui est important, c'est les vidéos. Généralement, c'est les vidéos et les photos qui sont extraits de leur contexte et qui sont présentés comme des prétextes pour pouvoir désinformer les gens et appeler. Parce que quand on désinforme, on souhaite que celui qui reçoit l'information puisse réagir. On attend une réaction de sa part. Et généralement, cette réaction, c'est vers la violence qu'elle part. Et donc, les outils, c'est Google, la recherche de l'image renversée de Google Lens, on peut vérifier une photo, l'authenticité d'une photo. Et si vous mettez l'application simplement, ça va vous rediriger sur la première publication si la photo a été déjà existée sur Internet. D'accord. Pour ceux qui ont envie d'en savoir encore un peu plus, ils peuvent contacter RTI Info. Hein. Frédéric Gorebi, nous avons 5 laveurs au large. Vous allez nous dire votre contribution. Quelle doit être la contribution essentielle que doit offrir le journaliste pour cette présidentielle-là qui arrive, une présidentielle apaisée en 2025? Il faut faire preuve d'honnêteté. Vous voyez, dans l'exercice de notre métier, il faut être honnête. Même quand vous êtes dans l'opposition, que vous devez traiter l'information, il faut être honnête. Même quand vous devez dénoncer, quand vous devez faire une analyse, il faut être honnête.
il faut le faire. Il ne faudrait pas vraiment produire des fake news. Il ne faudrait pas se laisser manipuler. Vous savez, moi, personnellement, quand je dispose d'une information, qu'elle est crédible et que je suis convaincu qu'elle est crédible, je vais jusqu'au bout. Et ça a été le cas en 2009 dans l'affaire de la publication du scandale sur la filière café-cacao, quand dans mes investigations, j'ai eu le réquisitoire du procureur de la République, Timou. Quand on s'est retrouvé en comité de rédaction et qu'on a effectivement, on a été convaincu que c'était vraiment une bombe, on n'a pas hésité. On s'est mis à publier et puis malheureusement, on a été mis en prison. On a été arrêté, mis en prison. Mais après, au bout, on a gagné notre procès avec 5 avocats de façon bénévole qui se sont constitués, qui sont venus nous défendre au tribunal et on a gagné notre procès. Donc, on va garder l'honnêteté. Voilà, il faut être convaincu de la véracité. Vous écrivez. Merci Saint-Claver. Allez-y, M. Sangaré, très rapidement, 30 secondes. 30 secondes. Pour moi, il faut revenir aux fondamentaux, être professionnel, informer juste, donner l'information juste et équilibrée, et ensuite être responsable et ne pas franchir la ligne rouge. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit l'écho des discours de haine, des appels à la violence, des appels au tribalisme. Il faut que le journaliste soit responsable pour ne pas être vraiment celui par qui ces messages-là doivent passer pour créer des violences. Merci Sangaré. M. Kanté. Alors moi, je dirais tout simplement le devoir de pouvoir informer librement, sans aucune pression, que ce soit politique ou d'un groupement d'intérêt économique. Et ça permet aux journalistes donc d'éviter de basculer dans la désinformation, dans la manipulation de l'information. Et je sais que c'est des pièges qui sont difficiles à éviter, notamment en période électorale, et de nombreux journalistes se sont laissés avoir par ce genre de situation. Et pour terminer, je dirais que le journaliste doit avoir de la loyauté que pour le citoyen. D'accord, des éducateurs citoyens. Monsieur Betta, pour boucler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 mois des élections. Il faut que le journaliste soit plus, je veux dire, fidèle au peuple. Il faut qu'il se sente vraiment investi d'une mission par le peuple et non par ceux qui nous dirigent. Il faut qu'il fasse preuve de professionnalisme parce que, je ne vous dis pas, ce que nous devons préserver, c'est la paix sociale. Nous devons par tous les moyens préserver cette paix-là, la seule paix dans laquelle nous pouvons exercer notre métier et apporter le meilleur de nous-mêmes à ce pays-là. Merci. Donc vraiment, pour moi, c'est le peuple qui est notre garant et notre sol. Merci Betta, merci Kanté, merci Sangaré, merci Gorebi et merci Oulaf, Saint-Claver-Oula. Merci beaucoup. Merci. Ce soir, au-delà des échanges parfois vifs, ce que nous avons entendu, c'est une responsabilité partagée. Une responsabilité qui pèse sur chacun de nous, sur chaque plume, sur chaque micro, sur chaque caméra. En période électorale, les médias sont à la fois témoins et relais, et parfois même arbitre de la vie démocratique. La vérité ne doit donc pas être une arme, mais un rempart. L'information ne doit pas enflammer, mais éclairer. Le débat ne doit pas diviser, mais élever. À l'aube de cette élection qui est capitale, faisons tous le choix de la responsabilité, du professionnalisme et de la paix. Parce qu'une Côte d'Ivoire stable, ce ne doit pas être qu'un rêve, c'est une exigence. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur le débat politique.